Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Christophe Giral, bonjour. Bonjour Maximilien. Alors, aujourd'hui, l'émission Où va le monde se fait dans les locaux d'Euro Disney. Donc Christophe Giral, vous êtes directeur immobilier à Disneyland Paris depuis de nombreuses années. Votre parcours au sein de cette entreprise reflète un peu l'histoire de cette destination touristique. Christophe, est-ce que vous pourriez déjà nous présenter votre parcours tumultueux chez Disney? Alors, tumultueux, c'est une longue et grande histoire d'amour entre Disney et moi, puisque j'ai commencé en 1991, avant l'ouverture des parcs. Au départ dans un job saisonnier à la sécurité. Et j'ai eu la chance dans cette société de faire plein de métiers différents, puisque j'ai même à mon actif un record mondial, si je peux me permettre, au sein de la Walt Disney Company, puisque j'en suis à mon 5e pot de départ. Donc j'ai quitté 5 fois l'entreprise. 5 fois l'entreprise m'a rappelé son bon souvenir pour faire plein de métiers différents, les relations extérieures, la sécurité, j'en parlais tout à l'heure, le développement immobilier, évidemment, on va y revenir dans le détail, sur plein de projets différents. J'ai eu l'honneur de faire partie de l'équipe qui a repositionné le Festival Disney en Disney Village, en y adjoignant un certain nombre de tiers partenaires. Je pense au restaurant McDonald's, Planet Hollywood, Rainforest Café ou les cinémas Gaumont par exemple. Ou encore j'étais le chef de projet d'un gros bébé qui est juste derrière nous, qui est le centre commercial Val d'Europe et la Vallée Village, où il s'agissait de créer un centre commercial, mais pas un énième centre commercial, une nouvelle forme d'expérience de retail qu'on a pu créer ici sur le site. Bien nous en a pris, parce qu'aujourd'hui, on le verra, c'est un des leaders européens en la matière. Et puis, de retour à mes premières amours en 2004, en charge du développement économique. L'idée étant de dire, à partir de l'impulsion du tourisme, comment développer une véritable ville qui s'appelle Val d'Europe. Dans cette ville, il y a une dimension de développement économique, en se disant effectivement, on peut faire venir des partenaires, des acteurs économiques qui viennent s'adjoindre cette formidable dynamique de territoire, ce rayonnement, cette convergence internationale sans commune mesure, avec notre gare notamment TGV et les connexions, et donc comment on va essayer de développer une polarité économique. Donc je suis revenu chez Disney en 2004 pour ce faire. J'ai créé la direction immobilière corporate, donc pour le campus de l'entreprise Disney, qui a un formidable brassage et culturel et de savoir-faire. Plus de 500 métiers différents, parmi les 16 000 collaborateurs, collaboratrices, qu'on appelle les cast members, plus de 110 nationalités. Donc c'est ce formidable brassage qui permet d'accueillir tous les jours des dizaines de milliers de visiteurs dans les meilleures conditions qui soient, parce que au-delà des attractions, de l'expérience, etc., derrière il y a des hommes et des femmes qui concourent justement à créer cette expérience pour les familles. Et donc on a recréé le campus de l'entreprise, donc c'était un formidable challenge qui m'était donné. Et puis mes deux mentors historiques ont pris leur retraite. Notre présidente Natacha Rafalski m'a confié la direction du développement, où j'ai en charge aujourd'hui toute la partie développement du groupe, avec deux métiers, le développement touristique et le développement urbain. Le développement touristique, c'est l'ensemble des développements de Disneyland Paris, à l'exception des parcs. On ne s'occupe pas du tout de l'intérieur des parcs, qui est paradoxalement notre cœur d'activité, mais on va s'occuper de tout ce qui va autour. On va s'occuper des hôtels et de la stratégie du développement hôtelier, des centres de congrès ou du golf, donc toutes les aménités touristiques qui vont caractériser, magnifier l'expérience du visiteur au-delà des parcs, et du Disney Village dont s'occupent des équipes dédiées. Et puis, donc ça c'est le premier métier. Puis le deuxième métier, c'est l'ensemble du développement urbain, cette fameuse ville, Val d'Europe, dont Disney a la charge. Et là, il s'agit de développer une véritable ville. Alors, qu'est-ce qu'une ville? Ça pose plein de belles et grandes et difficiles questions que de créer une ville aujourd'hui pour des gens qui vont y vivre demain, tout en ayant ce regard du passé aussi, parce qu'une ville s'inscrit dans l'histoire, et donc il faut créer cette histoire en fait. D'accord. Alors tout démarre justement en 87. Marne-la-Vallée n'est à ce moment-là que champ et petit village. Expliquez-nous comment la Walt Disney Company est arrivée en Seine-et-Marne. Oui, alors c'est une formidable histoire. Il était une fois, voilà. Oui, il était une fois, effectivement. Le groupe Disney cherchait à l'époque à s'implanter en Europe pour créer son vaisseau amiral et, j'allais dire, sa vitrine
qui traduit la relation directe entre la production cinématographique, audiovisuelle au sens large du groupe Disney, et puis notre métier des parcs à thème pour lesquels il s'agit de créer des expériences immersives, émotionnelles, expérientielles pour le public qui souhaite pouvoir rencontrer et voilà, avoir ce moment tout particulier de vie à partager entre petits et grands ou entre amis, en famille, tout simplement. Voilà. Et donc on a cherché partout en Europe, une centaine de sites se sont portés candidats, il faut le reconnaître. Il y avait une centaine de sites ont été étudiés à l'époque, une petite dizaine pouvaient raisonnablement accueillir le projet dans sa logistique, dans sa volumétrie. En finale, c'était Barcelone contre Paris. Et Paris, évidemment, avec sa logique barycentrique par rapport à l'Europe continentale, évidemment. Le lien, évidemment, avec l'Eurostar, avec l'Angleterre était également important. Et puis, évidemment, la proximité directe de la capitale mondiale du tourisme qu'est Paris. À quelques encablures de l'endroit où on se trouve, où on voit la Tour Eiffel. Et donc, à 32 km à l'est de Paris, pouvoir disposer d'une escalope foncière importante. On parle de près de 2200 hectares qui sont consacrés au projet, à la fois dans sa dimension touristique, mais également dans la dimension urbaine que j'évoquais précédemment. Dernier élément, et non des moindres, je pense que au-delà de l'aspect physique d'implantation, c'était la rencontre d'un pays et d'une entreprise, Oui. puisque c'était aussi la capacité française à créer cette vision collégiale, cette coopération publique-privée hors norme, de bien sûr pouvoir implanter Disneyland Paris, le cœur de notre activité, mais pour l'État, de voir en Disney une vision beaucoup plus stratégique et d'ampleur et d'enjeu national, qui était de dire finalement, en implantant Disneyland Paris à Paris, ça permettait de pouvoir créer un projet d'ampleur internationale, un projet urbain qui vise à repositionner le développement de l'Est parisien par rapport à la Défense, Ouais. avec un formidable catalyseur basé au départ sur le tourisme, mais qui plus largement pouvait développer l'économique. L'économique, donc faire venir des sociétés, des entreprises aux côtés de Disney, qui elles-mêmes allaient créer du social, l'économique et le social, l'opportunité de créer une véritable ville. L'ambition était résolument, dès la signature de cette convention en 1987 entre Disney, l'État et l'ensemble des entités publiques, je pense à la RATP, la SNCF, la région, le département évidemment, pour ne citer que, l'enjeu, l'ambition était portée à une échelle internationale. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, on se rend compte qu'effectivement, cette ambition a été non seulement remplie et atteinte, puisque aujourd'hui on voit Disneyland Paris devenu la première destination touristique européenne, bien sûr pour les familles, un des tout premiers, si ce n'est le premier, destination du tourisme d'affaires également, avec nos centres de congrès, qu'ils soient Disney ou non Disney, parce qu'on a des partenaires hôteliers autour du site qui ont leur propre centre de congrès, donc il y a une activité très très dense en la matière. Le centre commercial Val d'Europe et la Vallée Village sont devenus un des équipements commerciaux les plus performants d'Europe. Clairement, et on voit désormais que sur l'angle économique, Val d'Europe compte parmi les plus grands, avec une attractivité économique bien sûr régionale, mais désormais nationale et internationale, où on voit arriver beaucoup d'entreprises qui souhaitent s'implanter à Val d'Europe pour pouvoir bénéficier de cette formidable dynamique de territoire. Après le Far West, je ne vais pas parler du Farisme, mais enfin quelque part, Val d'Europe, c'est quand même un barycentre qui transcende encore une fois la région parisienne. On voit bien que ce barycentre sert la France, mais ce qu'on appelle la banane bleue, c'est-à-dire cette frange économique qui va de l'Angleterre, du nord de l'Europe jusqu'au sud, et donc qui fait cette interface entre notre territoire national et ces pays du continent européen. Puis on est en Seine-et-Marne, donc c'est l'agriculture, donc ça c'est venu contrebalancer quelque chose. Oui, et j'allais dire, c'est ce qui aussi crée le charme du site. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire qu'on est à la ville des paradoxes, mais en fait, on est à la ville des paradoxes. On est à l'échelle d'un village, mais on est la première destination touristique européenne. On est... parce que la Seine-et-Marne, tout le monde n'arrive pas à situer la Seine-et-Marne, mais par contre, tout le monde sait où est Disney.
Voilà, par exemple. Mais vous pouvez vous offrir le plus grand écran de cinéma d'Europe dans les cinémas Gaumont du Disney Village, et 10 minutes après, vous faire une balade dans une forêt domaniale près de Coutevrou ou Villeneuve-le-Comte. Voilà. Et donc, du coup, on est cette charme, on a cette ville qui a ce charme de pouvoir associer l'urbanité au paysage et à la nature. On a cette proximité de Paris sans les inconvénients. Et on a beaucoup d'entreprises qui nous rejoignent, notamment sur ce précepte-là, en disant finalement, à la fois on est la ville du quart d'heure, ou un quart d'heure de votre bureau, ou de chez vous, bah, vous avez la crèche pour les enfants ou l'école, les services de proximité, le commerce, mais y compris les grandes enseignes avec le centre commercial Val d'Europe. Et puis vous avez, donc vous pouvez vous faire une balade à vélo sur le site, et vous avez également la première gare de France TGV. Personne ne le sait. Le premier hub TGV français est chez nous. Ça veut dire quoi? Premier hub TGV, ça veut dire qu'à Val d'Europe, vous avez entre 80 à plus de 100 trains par jour, 365 jours par an, connectés, c'est ça la grande force de Val d'Europe, nord, sud, est, ouest. À minima, 60 villes françaises de province sont connectées avec les TGV traditionnels, mais également avec les trains Ouigo. Pour 10 euros, vous êtes connecté tous les jours auprès de 41 gares françaises. Marseille 10 euros, Montpellier 10 euros, Lyon, Nantes, Rennes, Amiens, Lille, Strasbourg, tous les jours. Alors tous les sièges ne sont pas à 10 euros, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Mais pour autant, c'est une offre bien réelle qui existe. Et d'une gare en plus qui a une dimension internationale, avec Eurostar et Thalys qui nous connectent au nord de l'Europe, bien sûr l'Angleterre ou le nord européen, et puis le TGV qui vous emmène, et personne ne le sait, en 8 minutes à Roissy-Charles de Gaulle. On a 50 allers-retours par jour. Moi, j'avais un salon en décembre dernier, dans le sud de la France. Depuis la porte de la gare de Marne-la-Vallée-Chessy, pour prendre mon avion à Roissy, j'ai mis exactement 10 minutes pour être au T2. Quand vous avez goûté à ça, c'est redoutablement efficace. Et donc, voilà, tout ça pour dire que cette ambition conjuguée entre Disney, grand opérateur, le leader international, mondial, en matière d'entertainment, donc de divertissement et d'audiovisuel, et notamment du cinéma, et la rencontre de l'État français, et puis, il faut le reconnaître, des collectivités. Aujourd'hui, on a une vraie implication, qui n'était pas le cas à l'origine. Les gens étaient un peu effrayés par l'arrivée de Disney sur le territoire. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, tout ça a été gommé largement, et tout le monde a compris l'intérêt à travailler de concert. Et donc c'est une sorte de mariage à trois entre Disney, l'État et les collectivités pour développer ce formidable projet qui est aujourd'hui une formidable réussite, il faut le reconnaître. On va aller sur ça justement. En tout cas, vous savez vendre l'endroit sans souci. Je pense que ça va donner envie à d'autres investisseurs de venir. Je suis simplement objectif de pouvoir faire valoir des éléments que personne ne soupçonne, parce qu'évidemment l'image Disney écrase la notoriété du site. Le nom Val d'Europe, porté par le centre commercial, qui est un digne représentant qui nous a servi à lancer la renommée du territoire, permet au grand public de connaître le territoire. Mais c'est vrai que peu de gens soupçonnent l'ensemble des atouts qui sont cachés par ce territoire, pour vivre heureux, vivant caché. Et effectivement, dès que vous les faites valoir, bah, ça trouve une notion très stratégique, notamment pour des grands groupes, par exemple, qui veulent s'implanter pour des implantations stratégiques majeures. D'autant que vous avez réussi à vous décaler de la question du parc d'attractions pour nous parler aussi du fait que c'est aussi un centre d'affaires. Juste une petite question pour nos auditeurs. Vous pouvez nous rappeler combien il y a de parcs dans le monde Disney ? Parce que quand on entend que c'est la position de Paris dans l'Europe, il y a aussi aux États-Unis, de mémoire. Oui, alors en fait, on parle de destination touristique, puisque chaque destination touristique peut développer plusieurs parcs, plusieurs natures d'hébergement, nature de produits corollaires. Je pense à l'équivalent du Disney Village sur le site. Donc on a 2 sites aux États-Unis, Disneyland en Californie, Walt Disney World en Floride. Nous avons 3 parcs en Asie, Shanghai, Hong Kong, Tokyo. Et puis l'unique implantation aujourd'hui en Europe, qui est Disneyland Paris. C'était pour le rappeler, parce que vous parliez de Barcelone, et une des particularités, c'est qu'on n'en a pas partout dans tous les pays d'Europe non plus. Voilà. On a la chance d'avoir, pour moi c'est une véritable chance, c'est une véritable chance, j'allais dire de manière encore une fois très très objective, d'avoir le leader mondial, je disais en entertainment et en production audiovisuelle, basé ici sur le site de Val d'Europe, en retombée économique,
C'est plus de 60 milliards d'euros de retombées économiques de valeur ajoutée à l'économie française depuis l'ouverture en 1992, ce qui est considérable. Et ce sont plus de 55 000 emplois directs, indirects et induits par les destinations touristiques, qui sont des emplois non délocalisables, par définition, dont 16 000 emplois directs de ces fameux cast members, hommes et femmes, qui travaillons pour la destination touristique. Justement, j'aimerais que vous puissiez nous en dire un peu plus sur les impacts pour le territoire. Il y a les liens avec les différents partenaires, il y a notamment l'aménageur EPAMarne, les collectivités territoriales, les partenaires privés. Vous pouvez nous en dire un peu plus alors? Oui, alors cette coopération publique-privée, elle s'inscrit dans cette convention signée entre Disney et l'État en 1987, qui est une coopération et un accord unique en France, puisque c'est la seule unique fois que l'État français aura délégué une entreprise de droit privé ces mêmes prérogatives d'aménagement du territoire que lui exerce ailleurs partout en France. Il y a un aménageur qui représente l'État qui est EPAMarne, EPA-France. EPA-France, singulièrement sur le secteur de Val d'Europe. L'État a souhaité dédier un établissement public d'aménagement au projet et à l'aménagement de ce petit bout de France, qui est notre partenaire au quotidien. Et je salue Laurent Girometti et ses équipes, avec lesquelles on travaille tous les jours, main dans la main, pour développer ce territoire, donc il y a l'aménageur public. Et puis bien sûr les collectivités fédérées autour de Val d'Europe Agglomération, qui est la communauté d'agglo qui fédère les 5 communes d'origine, auxquelles se sont ajoutées 5 communes complémentaires, donc maintenant 10 communes en face de nous, fédérées avec un président élu parmi les maires, Philippe Descrouet, maire de Céris, par ailleurs, et avec lequel, encore une fois, au quotidien, on travaille à cette coopération pour faire vivre cet accord, cette convention signée en 87, qui n'a pas pris une ride. C'est-à-dire que depuis 87, on a un schéma directeur qu'on suit, qui permet d'organiser sur le long terme la lisibilité de ce que sera Val d'Europe sur le territoire. C'est un accord, je disais, unique de par les fonctions qui sont déléguées aux différents acteurs et auxquels concourent, encore une fois, les grandes entités publiques que sont la RATP, la SNCF, le Conseil régional, donc avec la région, avec le département, bien sûr, et les grands concessionnaires par ailleurs également, et qui nous permettent d'aménager ces 2200 hectares sur une période d'environ 50 ans. C'est ça l'idée. Donc on travaille nous tous les jours avec l'équipe à l'horizon 2037 et même on est en train de travailler nous sur des livraisons de programmes qui interviendront au-delà de 2037. C'est-à-dire que cette convention de 50 ans sur 2200 hectares permet d'avoir un phasage et chaque phase durant une dizaine d'années, de corréler les investissements publics requis par les investissements privés et d'avoir une cohérence et une symbiose des nouveaux arrivés par rapport à l'existant en fait. Voilà. Et donc tout ça fait qu'il y a une vraie planification urbaine qui s'opère dans une vision conjuguée, public-privé. Alors, c'est un mariage à trois. Déjà à deux, c'est pas facile, mais alors à trois, ça peut être compliqué. Pour autant, la convention est un outil qui n'a pas pris une ride, je le disais, et qui fonctionne au quotidien, puisque tout l'héritage que vous avez autour de nous, et pour nos auditeurs, avec Maximilien, on surplombe dans la tour du Plaza, le centre-ville de Val d'Europe. Et bien, effectivement, il y a 30 ans, il n'y avait rien, on a créé Disneyland Paris, grâce à cet outil d'aménagement. Il y a 20 ans, il n'y avait rien, on a créé le centre commercial Val d'Europe, ouvert en octobre 2000. Et désormais, voilà, on a une véritable ville qui s'est créée, et qui se crée de manière concertée, conjuguée, responsable, avec donc cette ambition portée d'avoir ce petit bout de France qui rayonne à l'échelle internationale. Est-ce qu'il arrive que ça grince un petit peu par moment? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans cette histoire, beaucoup de partenaires. J'imagine que quand quelqu'un bouge, tout le monde est amené à ressentir des secousses. SNCF, RATP, vous parliez de ça, les partenaires privés, les collectivités. Ça arrive que ça grince par moment? C'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que c'est un mariage à trois. Déjà à deux, c'est pas facile. À trois, ça peut être vite compliqué. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une mécanique de la Convention pour laquelle on est condamné à trouver des solutions. Ah. Et tout d'abord, c'est-à-dire la notion de meilleurs efforts, de best efforts, dans le droit anglo-saxon, l'idée c'est de faire ses meilleurs efforts pour trouver des solutions, par exemple. Et de surcroît, j'allais dire... une autre idéologie, vous voyez ce que je veux dire? On est en France, vous êtes en train de me dire que l'idée, c'est que s'il y a des difficultés, on s'engage à trouver une solution, plutôt qu'à faire perdurer les problèmes. C'est exactement ça. Ça peut être un peu antinomique d'un certain esprit français, où on va plutôt chercher à faire la grève qu'à aller chercher une solution. Donc je me demande comment vous arrivez à faire ça, c'est quand même une belle mécanique, d'être porté sur une solution, quoi. Je crois que ce qui préside à nos décisions, c'est l'intérêt
général et du territoire. Et quand une entreprise privée comme Disney le fait valoir, ou comme quand c'est l'État, ou quand c'est le maire de la commune concernée, évidemment, on tient compte de ce point de vue. Et je disais, on est condamné à trouver des solutions. Donc on invente des solutions. En toute transparence, je vous demande ça parce que j'entends peu de critiques sur Disney depuis toutes ces années. Et donc c'est très bien. Ah ben Et j'en suis satisfait. Donc je me demandais un peu comment vous aviez réussi en étant un acteur aussi important, qu'il n'y ait pas tant de critiques que ça, quoi, dans un pays qui critique facilement. Je crois que les gens, au sens large, ont compris, et au premier rang desquels les habitants de Val d'Europe, y compris les historiques, ont compris tout l'intérêt d'avoir une entreprise qui est certes un industriel du spectacle, de l'entertainment, des médias, au sens industriel du terme, de process établis, organisés, impliqué de manière responsable dans un développement qui transcende la partie touristique. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Quand nous, on choisit un promoteur par rapport à une opération, on ne va pas chercher le plus disant en termes de charge foncière, celui qui va nous proposer le plus d'argent pour acheter le terrain. On va chercher quelle est la meilleure qualité par rapport à la fonctionnalité qui nous est donnée. L'immeuble dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est un immeuble hybride. On était parmi les premiers à en faire. Ça paraît assez naïf ce que je veux dire, mais concrètement, cet immeuble Plaza, il abrite des bureaux, du logement social, en rez-de-chaussée du commerce privé, une salle de cinéma d'arrêt d'essai, on fait plus de salles de cinéma d'arrêt d'essai en France dans les centres-villes, du parking public, du parking privé, des équipements publics. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, quand vous avez la chance de travailler avec des promoteurs sur ce type de projet, eh bien, dans une architecture remarquable, eh bien, l'idée, c'est effectivement de pouvoir faire valoir l'intérêt du territoire à accueillir ce projet, et non pas de faire, par exemple, que du bureau, ou que du logement, ou que du commerce. Et donc, quand cette société responsable est en charge de ce développement, maîtrisée, conjuguée avec l'État, les collectivités, et responsable, eh bien voilà, on a cette vision long terme qui nous permet de ne pas céder à des tentations court-termistes et plutôt effectivement de faire valoir l'intérêt général sur le long terme. Je vais revenir un peu sur un élément dont vous avez parlé parce qu'on parlait du programme territorial. J'aurais voulu savoir quelle était la suite de ce programme dans les 20 à 30 ans à venir, si vous pouvez nous fournir quelques éléments de projection, de prospective. Alors, on est au tout début de l'aventure, paradoxalement. Ouais, parce qu'on est toujours dans le présent. Oui. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on vient de fêter les 30 ans de Disneyland Paris. Ouais. 30 ans déjà, 30 ans seulement. 30 ans, c'est l'âge de maturité. On commence à se poser, on commence à faire des plans sur la comète. Peut-être on est avant la crise de la quarantaine. On est avant la crise de la quarantaine. Mais pour autant, voilà, 30 ans, c'est un nouveau palier dans la vie, et dans la vie de ce site en particulier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, 30 ans plus tard, effectivement, quand on regarde un peu en arrière, première destination touristique européenne, les parcs Disney. Deuxième pôle hôtelier après Paris Intramuros, avec plus de 12 000 chambres d'hôtel aujourd'hui sur le territoire. Disney et non Disney, donc on a une vraie capacité d'hébergement sur le site. Un des tout premiers pôles de tourisme d'affaires en Europe. Et le centre commercial Val d'Europe et la Vallée Village, qui est, je le disais, l'une des expériences shopping aujourd'hui qui remporte le plus grand succès à l'échelle européenne. Le petit dernier, c'est le développement économique, et là les chiffres font juste tourner la tête, tenez-vous bien, on a amorcé les premiers développements d'immeubles de bureaux ou d'activités, on a deux typologies d'offres, soit j'ai mon immeuble de bureau au pied du RER A, ouais. Soit je suis au pied de l'autoroute A4, et là dans un parc paysager qu'on appelle le Parc international d'entreprise, qui est un parc haute technologie, avec évidemment des bureaux d'accompagnement. Donc depuis 2004, nous aurons développé un peu plus de 600 000 m² de bureaux et de bureaux activités sur le site. Et nous aurons accueilli plus de 7200 entreprises sur le territoire. Ça veut dire en moyenne plus de 5 par semaine accueillies depuis 2004. Et tenez-vous bien, juste sur l'année 2022, sur les 12 mois de l'année 2022, nous aurons accueilli 973 nouvelles sociétés. Alors, si je fais le solde net, pour qu'on puisse parler concret factuellement, entre les entreprises qui se sont implantées ou créées à Val d'Europe, moins celles qui sont parties ou ont disparu, c'est malheureusement la vie aussi des économiques des entreprises, on fait un solde net sur l'année 2022 de 601 nouvelles sociétés sur le territoire, avec des entreprises qui sont locales, régionales, mais désormais nationales ou internationales. On vient d'inaugurer il y a 3 semaines
le plus grand centre Tesla d'Europe, en lien B2B, B2C, de cette marque qui s'inscrit sur la mobilité durable, sur l'environnement. C'est le numéro 2, le numéro 2 américain sur parlant de la production de panneaux photovoltaïques, au-delà des voitures électriques qu'on le reconnaît. Par exemple, est en cours de construction le centre de formation Europe, Moyen-Orient, Afrique du premier groupe de conseil au monde, Deloitte. 8 ans pour choisir leur site d'implantation de leur université interne pour les 100 000 collaborateurs de Deloitte de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et au terme de cette consultation de 8 années, nous aurons choisi parmi 88 sites européens, dont 3 pour la France. Et pendant cette année, pendant ces 8 années, nous sommes passés de 88 à 40, à 20, à 10, à 5. Et on gagne en finale, nous, Petit Poucet, il faut le reconnaître, contre Bruxelles, Amsterdam et Londres. C'est un choix qui est 100% rationnel. Et on peut imaginer la granularité d'analyse de 8 années d'un groupe comme Deloitte, dont on connaît l'expertise, mais 100% émotionnel, parce qu'évidemment, il fallait avoir le coup de cœur pour implanter un site majeur qui vise à fidéliser ou attirer des nouveaux talents pour ce groupe dont l'essentiel de l'activité, effectivement, est de fournir du conseil intellectuel, et donc, du coup, d'avoir des neurones disponibles et de premier choix. Donc voilà, donc quelques exemples de ce site qui, aujourd'hui, et pour répondre à votre question, Maximilien, plus factuellement, on est un site qui, sur les 2200 hectares alloués au projet, la moitié a été aménagée à ce jour. On rentre dans la deuxième et meilleure des deux moitiés, fort des succès des 30 premières années, avec, bien sûr, une destination touristique, Disneyland Paris, qui continue à se déployer. On vient d'ouvrir le campus des Avengers. Tony Stark, Iron Man lui-même, a choisi Val d'Europe pour implanter son centre de formation et de détection des nouveaux super-héros, dont vous ferez partie si vous venez nous rendre visite dans le land Marvel, donc sur le campus des Avengers, où tous les aficionados des Avengers vont retrouver leurs personnages favoris et pourront les rencontrer autour d'expériences, qu'elles soient culinaires, avec des restaurants nouveaux, de boutiques pour des souvenirs, ou d'attractions, de spectacles, parades ou de rencontres avec des personnages, bien évidemment. Et donc, nous, Disney, on continue à investir. C'est ça que le message, c'est qu'on continue à investir dans, bien sûr, le premier parc, le parc Disneyland historique, dans le parc Walt Disney Studios, qui à terme doublera de taille. Donc on travaille même sur des univers complémentaires qui sont en cours de construction. Donc tout ça est en train de s'étendre mécaniquement. On rénove nos hôtels. Parce que 30 ans plus tard, on passe à une nouvelle génération d'actifs et d'expériences. Le Disney Village également. Donc sur la partie touristique, un fort plan d'investissement pour continuer à faire venir ou revenir notre public européen. Et puis la ville de Val d'Europe qui continue à se déployer en commerce, en logement, en bureau, en activité, avec l'ensemble des équipements publics et privés qui viennent servir l'ensemble de cette population. J'entends. Et donc, je vais aller sur une question. Vous avez travaillé en collaboration avec les élus du Val d'Europe. Vous en avez parlé un petit peu. Pourquoi il est nécessaire, selon vous, de faire du marketing territorial et comment ça s'est traduit encore un peu plus concrètement, parce que j'aime avoir des réponses, oui, alors, visualiser. Très concrètement, avec Philippe Descrouet et ses équipes, je tiens à saluer son premier vice-président en charge du développement économique, de l'emploi et du tourisme, Thierry Seri, la patronne de Val d'Europe Attractivité, Corinne Lecam, au sein des équipes de Val d'Europe Agglomération. On a collégialement déterminé le fait qu'on était à un moment où il fallait qu'on parle d'une seule et même voix, et que la coopération publique-privée, elle devait se traduire concrètement pour les entreprises qui arrivent. Pourquoi je dis concrètement ? C'est parce qu'on est un des rares sites, voire l'unique site aujourd'hui, à parler d'une même voix entre public et privé, avoir cette concertation au quotidien pour aider, faciliter l'implantation des entreprises. Ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, s'il faut aider l'entreprise à s'implanter pour trouver des logements pour ses nouveaux collaborateurs, pour faire le lien globalement avec le club des chefs d'entreprise de Val d'Europe, qu'on a aussi impulsé avec le CEV, le club des chefs d'entreprise de Val d'Europe, voilà, très concrètement, on a cette approche bienveillante d'être le voisin, tu sais, quand vous déménagez dans l'immeuble, qui vous tient la porte quand vous déménagez vos cartons, qui vous aide à descendre le piano du camion. C'est pas grand-chose, mais on se sent accueilli. Oui, et c'est pas que le jour J, c'est-à-dire ça s'ancre dans le long terme, et ce pour une volumétrie d'entreprise importante. Et donc l'idée avec Philippe et ses équipes était résolument de travailler autour de cet affichage commun, de démontrer cette corrélation entre le public et le privé, qu'on a traduit par Val d'Europe Fields of Opportunities, cette marque territoriale, pour pouvoir faire valoir cette nouvelle forme d'implantation
auprès d'entreprises, notamment nationales ou internationales, puisque jusqu'alors, on connaissait l'immeuble de Paris Intramuros, et on voit que c'est à ses limites aujourd'hui, avec le télétravail, avec les formes de qualité de vie au travail qu'on cherche, de ces immeubles qui ont malheureusement vieilli, ou heureusement vieilli, mais qui ne sont plus forcément adaptés aux nouvelles formes d'aménagement. On voit bien que les tours à la Défense, la verticalité a ses limites en termes de communication, tout simplement, qu'il y a des sites périphériques, première couronne, mais dont on voit bien que les services n'arrivent pas, que la qualité de vie n'y est pas. Il y a certes des beaux ensembles immobiliers, mais où est l'âme humaine de celles et ceux qui y travaillent, y résident? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, on a créé cette forme à Val d'Europe, ce que j'appelle la ville du quart d'heure, puisque finalement, un quart d'heure de votre bureau, vous avez l'ensemble de ces services publics et privés, vous avez l'ensemble de ces confrères, de cette corrélation, de cette organisation de vie qui fait que vos collaborateurs, même si vous travaillez en télétravail, peuvent rejoindre le site très aisément, en TGV, en RER, avec le Transilien via Esbly, etc. Et donc, du coup, voilà, on a cette capacité à tenir une promesse qu'on tient depuis une trentaine d'années maintenant. On va aller sur la dernière question rituelle. Christophe Giral, selon vous, où va le monde alors? Où va le monde? C'est une vaste question. La question pour moi, elle n'est pas fataliste. C'est plutôt comment nous allons-nous diriger le monde? Parce que je pense que l'homme est résolument acteur de son futur. C'est un directeur immobilier qui vous parle. On travaille dans le temps futur. On est dans une temporalité autre. Je suis confiant dans la nature humaine et dans la nature tout court pour pouvoir trouver l'intelligence commune de pouvoir inventer aujourd'hui des solutions qu'on appliquera demain, qui sont des solutions responsables, maîtrisées, et encore une fois résolument responsables, dans cette bienveillance de l'homme vis-à-vis de l'homme ou de l'homme vis-à-vis de la nature. Et je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre. On a, nous, dans notre ADN, nous, Disney, cette notion de long terme, qui, encore une fois, préside à nos choix aussi d'entreprise. On crée une des plus grandes, si ce n'est la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe en ombrière, au-dessus des parkings des parcs Disney. C'est un projet qu'on a fait, non pas par opportunisme, mais c'est un projet d'une dizaine d'années de réflexion stratégique en disant qu'il faut absolument qu'on puisse arriver à trouver une équation économique qui nous permette de le faire. Voilà, le projet arrive à un moment où le coût de l'énergie explose, mais pour autant c'est un projet de long terme. Donc on voit bien que cette vision responsable, elle se traduit par des enjeux quantamistes. Donc où va le monde? Pour moi, j'espère dans un monde plus responsable encore, entre l'homme et la nature, l'homme et l'homme. C'est ce que j'appelle de mes voeux. Écoutez, Christophe Giral, merci pour vos réponses. Et puis, je pense qu'on aura tous apprécié la passion dans laquelle vous baignez, qui nous permet d'avoir ces informations et tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Merci Maximilien. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, une ville, ça se vit. Donc, rendez-nous visite. Avec grand plaisir, on vous y accueillera. Voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir.